Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Trajectoire, le podcast du Mac de l'éducateur. Un podcast dédié à toutes celles et ceux qui, sur le terrain et en dehors, font vivre le football à travers leur parcours, ou plutôt leur trajectoire. Notre invité du jour est un grand monsieur du football français, un monsieur avec plusieurs casquettes, notamment formateur au Stade Rennais, entraîneur principal au FC Nantes, au Stade Brestois ou encore à Sedan, également reconnu en tant que directeur de centre au Stade Malherbe de Caen ou au Stade Rennais, ou encore adjoint avec la sélection du Maroc et sélectionneur en équipe de jeunes avec la France. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Landry Chauvin. Monsieur Chauvin, bonjour. Bonjour, J'espère que vous allez bien. très bien, merci. Ok, écoutez, merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview. Écoutez, on va revenir un peu sur votre parcours. Moi, je voulais savoir avant tout, quels sont vos débuts dans le football? Comment ça se passe? Alors, moi je suis mayennais, dans une toute petite commune de 1000 habitants en Mayenne, où mes parents étaient secrétaires de mairie, donc il n'y avait que deux sports à ce moment-là, les garçons allaient au foot et les filles au basket en règle générale. Donc voilà comment j'ai débuté, à l'âge de 6-7 ans, je pense. Ok. Et du coup, au début, vous intégrez le Stade Lavallois? Alors, c'était... moi, j'étais avec mes copains, hein, on s'appelait les rapporteurs, je me rappelle. Et puis, il y avait le concours de jeunes footballeurs et je l'ai gagné à 2 reprises en étant à Chemazé. Donc, c'était le pur hasard, mais à ma grande surprise. Et donc, ça m'a permis ensuite de signer d'abord à l'ancienne de Château-Gontier, un club de régional. Et puis, j'ai gagné l'opération Guérin, à l'époque, qui existait pour le département de la Mayenne. Et c'est là que le Stade Rennais, pardon. Le Stade Lavallois m'a repéré. J'y ai passé 4 ans en cadets nationaux. Et puis ensuite, à l'époque, le Stade Lavallois avait une D3 et une D4 derrière, sous les pros. Donc, j'ai joué essentiellement en D4 et j'ai fait une petite dizaine d'apparitions en D3. Ok, du coup, à la suite de ça, justement, vous rejoignez l'AS Vitré. Oui, parce que j'ai pas signé pro au Stade Lavallois. Donc, j'avais eu mon bac lors de l'avant-dernière année au Stade Lavallois et j'avais intégré l'UREPS, donc désormais l'UFR STAPS à Rennes. Et puis, on a été champion de France universitaire et beaucoup de mes partenaires de l'époque jouaient à l'AS Vitré. Donc, j'ai signé naturellement là-bas. On était en DSR à l'époque et on est monté quasi tous les ans. C'était le mano à mano avec le Stade Briochin et on est monté jusqu'en D3. Et voilà. Et à la suite de ça, vous avez l'opportunité d'intégrer le Stade Rennais Oui. en tant que formateur. Du coup, comment se présente l'opportunité? Alors là aussi, j'ai eu mon DUG. Alors maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, hein, mais j'ai eu mon DUG, ma licence. Une maîtrise, enfin, je pense maintenant on appelle plus Oui, ça j'allais une maîtrise. après ma licence, enfin jusqu'à ma licence, je voulais devenir prof de PS. Et puis les stages en établissement scolaire m'ont un petit peu déçu parce que toutes les classes n'étaient pas motivées par le sport. Donc je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça toute ma vie. Et se créait à l'époque la maîtrise de management du sport à l'université de Rennes 2 à Rennes. Et donc j'ai opté pour cela. Ça correspond au master aujourd'hui, hein, si on veut faire un parallèle. Et, Ouais. euh, et on avait un projet qui n'était pas obligé de se réaliser. Et moi, j'avais eu l'idée d'un projet qui concernait un tournoi national cadet. Donc, on peut considérer que c'est U17, U18 aujourd'hui. Et j'ai Ok. eu la chance que l'AS Vitré me suive. Et donc, il s'est réalisé. Et il y a eu 8 centres de formation qui sont venus pendant 2 ans de suite. Et d'ailleurs, c'est le Carisport près de Cholet qui a repris ce tournoi. Et D'accord, donc il est toujours d'activité. comment? Il est toujours d'actualité, du moins. Exactement, exactement. J'ai eu la chance d'ailleurs après de le gagner avec le Stade Rennais. Et donc, ce challenge national cadet m'a permis de rentrer dans le monde du travail après ma maîtrise. Et je suis devenu animateur sportif cantonal grâce au maire de Vitré, Monsieur Pierre Ménry, qui était aussi président du conseil général des DPN à l'époque. Et je pensais faire ça toute ma vie, très honnêtement. Et le mardi matin était une matinée libre. Et comme j'entraînais déjà les moins de 17 ans de Vitré en DH, Ouais. tous les mardis matins, j'avais demandé à Yves Colleux, qui est devenu après l'adjoint de Paul Le Guen, très Ouais, très ouais, il est longtemps, connu. avec qui je suis resté en contact, qui avait les 17 nationaux, si je pouvais assister à ces séances tous les mardis matins. Et j'étais assidu en permanence.
Et puis à la fin de la première saison, Patrick Rampillon m'a appelé. Il recherchait un responsable pour les U17B et avec un mi-temps au U17 et un mi-temps responsable de la scolarité. Voilà comment j'ai intégré le Stade Rennais. Et au bout d'un an, j'ai pris les U17 nationaux, etc., etc. Voilà. D'accord. Bah écoutez, c'était pas prédestiné. Et puis finalement, vous avez intégré le Stade Rennais. En plus, vous y faites, du coup, vous restez quand même 15 ans là-bas. 15 ans dans un premier temps et pratiquement 5 après. Donc là, j'ai eu la chance d'être invité aux 125 ans du club, là, pas ce week-end, mais le week-end d'avant. Oui, j'y ai passé 20 années. On va revenir justement sur la partie quand vous revenez au Stade Rennais. Mais du coup, vous, en tant que formateur au Stade Rennais, vous en avez vu des générations et on va dire que durant ces 15 ans-là, il y a une consécration, c'est la victoire en Gambardella en 2003. Oui, alors, j'ai commencé avec les garçons nés en 1976, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. Hein. C'était à l'époque, Michael Sylvestre était en 77, mais à l'époque, c'était les saisons, rappelez-vous, elles étaient du 1er juillet jusqu'au 30 juin, donc il y avait 2 années d'âge un petit peu qui se chevauchaient en fonction du premier ou du second semestre. Donc, j'ai commencé avec les Sylvestre, Bigné, Dabo, Benoît Lebris. Voilà, ça, c'était les 76-77. Et puis, j'ai fini avec la génération née en 1990. C'était M. Villa, Brahimi, Le Talec, Camara pour les plus connus. Et puis, entre-temps, bien évidemment, il y a eu un paquet de joueurs. Moi, j'adore le mot accompagner, qu'on accompagne parce que voilà. Et notamment cette génération 84, 85, 86, là où on a eu la chance de gagner la Gambardella 30 ans après. Et puis derrière, le titre de champion de France des réserves à 2 reprises. Ouais, justement, vous accompagnez cette génération avec la Gambardella et puis le championnat de France, le titre de champion de France des réserves. Moi, je voulais savoir, j'ai eu l'occasion d'interviewer, d'avoir un podcast Arnold Bouemba. Oui. Et je connais très bien Ricardo Fati. Non, Jacques Fati, pardon. Je le connais très, très bien. Et du coup, les deux m'ont parlé de ces années à Rennes, et notamment à la Gambardella. Et moi, je voulais savoir quel est l'ingrédient ou qu'est-ce qui fait que ces joueurs qui sont passés par Rennes sont marqués par le Stade Rennais. Si vous voulez, il y a eu une bascule à Rennes. Moi, je suis rentré à Rennes en 92 et la famille Pinault a repris le club en 98. De D'accord. 92 à 98, on était un club lambda au niveau formation. Alors, Patrick Rampillon avait fait un travail formidable en créant la première ETP, mais quand on arrivait à avoir un très bon jeune qui était demandé par beaucoup de clubs, c'était extrêmement rare. Et une fois que la famille Pinault est arrivée, bien évidemment, on a eu des moyens supérieurs. Et moi, je me souviens avoir passé mon diplôme de formateur. À l'époque, c'était le certificat de formateur, ça s'appelle le BEFF aujourd'hui. J'étais allé à Lyon. Lyon, à l'époque, trustait tous les titres et formait énormément de joueurs en équipe première. Et j'avais dit à Patrick, pour moi, un grand club formateur, c'est un club qui est capable non seulement de former des jeunes, mais aussi de gagner des titres, puisqu'on recrute les meilleurs. Dès qu'on a un petit peu plus d'argent, bien évidemment, on peut accrocher les numéros 1 dans chaque année d'âge. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis après, de fil en aiguille, Patrick a aussi eu... il était très fort pour détecter, recruter, non seulement les joueurs, mais également les éducateurs. Quand je vois le parcours de tous mes collègues, là, il y en a énormément qui sont devenus entraîneurs pro. On est à plus de 12, hein, je pourrais tous les citer, mais c'est... Et il y avait cette humilité, cet esprit de travail et surtout ces partages. C'est ça qui m'a énormément marqué. Donc, bien évidemment, après, on était des éducateurs au service des jeunes en formation. On ne s'appropriait pas des jeunes ou une équipe. Et c'est ce qui a fait la grande force. Et les jeunes le ressentaient, ça. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je les ai tous retrouvés, hein, ceux que vous venez de citer là, il y a 15 jours, lors de l'anniversaire. Et le premier truc qu'ils disent, tout le monde pourrait penser que c'est le premier match en pro. Ils te parlent tous de la Gambardella. Parce que c'est clairement le discours... Moi, quand je parle avec Doudou Fati, mais le Stade Rennais, c'est incroyable. Et Jacques, à ce moment-là, jouait en pro. Hein.
Il y avait lui et Greg Bourillon. J'avais 4 joueurs qui étaient dans l'effectif pro de Vahid Halilhodžić. Et Jacques et Greg étaient les 2 qui étaient titulaires. Et je les ai eus qu'à la finale. C'est incroyable. Mais voilà, en fait, moi, vraiment, c'est ça qui m'interpellait, c'est que quand on parle du Stade Rennais avec eux et de la formation et eux en jeunes, c'est vraiment un club qui marque. Mais du coup, moi, je voulais revenir à quelque chose que vous venez de dire, c'est que vous avez expliqué que on s'appropriait pas les joueurs en tant qu'éducateur. Juste pour faire un parallèle par rapport à notre époque actuellement, est-ce que vous pensez que justement, il y a eu une bascule à ce niveau-là? Non, parce que moi, j'aime pas. Ça m'insupporte les gens qui disent de mon temps, ceci, cela. On n'est pas des anciens combattants, déjà, d'une part. Bien sûr. Et d'autre part, mais les très bons joueurs des années. Le top joueur de chaque décennie, mais jouerait actuellement. Pour moi, il y a. Comme le top joueur actuel, aurait joué il y a 10 ou 20 ans. Non, non, non. Aujourd'hui, le seul danger qui guette les centres de formation, c'est le fait de fonctionner en staff. Et là, il faut faire attention parce que les échanges ne se font qu'à l'intérieur du staff, alors que je pense que le top du top, mais là, c'est au manager, au directeur de centre d'insuffler ça. Les échanges doivent se faire entre staff, quoi. C'est là où ça devient très riche. Nous, on avait cette chance-là. On rentrait de l'entraînement. Oh là là, ce matin, j'ai fait un truc qui a fonctionné. Ah ouais, les autres étaient curieux. Et puis ils s'étaient repris par les collègues. Oh, moi, j'ai apporté cette petite touche-là. Et c'est ça qui nous a fait grandir. Là, je me suis amusé, là, puisque je suis en stand-by depuis quelques mois, à remettre sur ordinateur ce que j'appelle les jeux, exercices ou situations fil rouge que j'ai pu... Et on s'est enrichis les uns les autres, ce genre de... On se les a appropriés, mais ça, c'est formidable. Et quand vous parlez entre staff, vous parlez des catégories au-dessus, notamment les pros, ou en dessous? Non, pour moi, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, c'est compliqué pour l'entraîneur pro d'avoir énormément de relations avec le centre de formation. Il faut être très honnête, dans les grosses structures comme Rennes et autres. Mais c'est surtout à l'intérieur Du staff même tout le dans monde appelle aujourd'hui académie. Et là où je suis fier quelque part, c'est que quand je reviens à Rennes en 2015, j'ai ce projet d'académie en tête et on est les premiers à avoir créé l'académie. Et l'académie, c'est ce que j'avais vu en Belgique, c'est des U10 jusqu'à la réserve pro. Et il n'y a qu'une équipe par année d'âge. Alors qu'aujourd'hui, on met l'académie à toutes les sauces, alors que là, c'est une vraie entité sous les pros. D'accord. Et vous pensez que c'est une erreur de mettre ce terme, vous trouvez galvaudé, de le mettre à toutes les sauces? Académie, c'est pour moi, l'académie, c'est ce qu'il y a sous les pros. Voilà, point. Mais c'est pas, ça englobe tout, quoi. Ok, je vois très bien. Du coup, vous quittez le Stade Rennais et puis vous avez une opportunité d'entraîner plus haut. Alors ça, oui. Alors, j'ai passé 15 ans au Stade Rennais, j'ai fait 6 ans, alors une année avec les 17 DH, 6 ans avec les 17 nationaux. Ensuite, déjà à l'époque, Patrick Rampillon nous avait impulsé la chose, à savoir que on est là pour répondre aux besoins du joueur à l'entraînement et en compétition. À l'entraînement, ça veut dire que quel est le besoin du jour. Et pour cela, il m'avait chargé d'être responsable des contenus techniques. Et pour cela, il y a beaucoup de décloisonnement. Mais pour que le décloisonnement soit optimal, on avait décidé tous ensemble d'avoir des thématiques à la journée. Le lundi, par exemple, c'était maîtrise collective. Le mardi, c'était l'animation défensive. Le mercredi, les phases de transition. Et le jeudi, l'animation offensive. Et le vendredi, là, libre à chacun par rapport au match du week-end. Au match du week-end et à l'adaptation de l'adversaire. L'idée, c'était de revoir tous les moments du jeu dans la semaine. Et surtout, quand un garçon passait d'un groupe à un autre, qu'il ne fasse pas 2 jours de suite une animation défensive, par exemple. Donc, on va prendre l'exemple d'un Jacques Fati, qui était défenseur. Lui,
il n'avait aucun intérêt le jour de l'animation défensive de rester avec sa catégorie d'âge. Mais pour s'aguerrir, il fallait qu'il passe avec le groupe au-dessus. Est-ce qu'il ne l'empêchait pas le lendemain pour l'animation offensive de revenir avec sa catégorie d'âge? Et ça, c'était l'attaquant Jimmy Briand qui passait au-dessus. Voilà, on répondait aux besoins du joueur pour qu'il continue d'avancer. Et le week-end, c'était la même chose. Et j'ai repris ça quand je suis devenu directeur de l'académie, c'est-à-dire que les éducateurs ne décident pas de leur équipe. On fait les équipes tous ensemble. Priorité, bien évidemment, à l'équipe réserve, mais quel est le besoin pour ce joueur aujourd'hui? Est-ce que c'est un match contre une équipe de bas de tableau de réserve ou est-ce que c'est un match contre une équipe de très haut de tableau en U19, par exemple? Donc, on avait une vraie discussion par rapport à ça et ça, c'était intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant dans ce que vous dites, c'est que tout est fait pour le joueur et non pour l'intérêt de l'éducateur. Il faut surtout... on est là pour amener des joueurs en équipe première et aujourd'hui, avec les droits télé qui sont faméliques, la vente des joueurs formés au club et avec les hospitalités, billetterie, etc., c'est la manne essentielle pour faire rentrer de l'argent au club. Donc, pour moi, le centre de formation est là pour à la fois former des jeunes pour l'équipe première, mais aussi pour vendre ces joueurs. C'est devenu un business plan complètement. C'est assez paradoxal parce que malgré tout, malgré que les droits TV doivent ramener de l'argent au club, ça doit aussi permettre au club, notamment de promouvoir leur centre de formation et de pouvoir mettre en avant les jeunes. On sait que c'est pas toujours quelque chose qui était mis en avant, le fait de faire jouer des jeunes au pro ou autre. Après, il faut quand j'étais à la fédération, dans mes 3 missions principales, il y avait bien évidemment une équipe de France jeune, mais j'avais aussi la responsabilité du BEFF et puis les visites d'agrément de tous les centres de formation sur le territoire français. Donc, je les ai tous vus au moins 4 ou 5 fois pendant mes 5 ans. Et on peut pas dupliquer un modèle d'un endroit à l'autre. Ce qui marche à Rennes ne fonctionnera peut-être pas à Toulouse ou à Ajaccio. Non, parce que c'est propre aussi aux spécificités locales. Voilà, ça, c'est très important. C'est connaître le contexte local avant de commencer à... Moi, je crois beaucoup, c'est quoi les valeurs de ton club? Quelle est la vision? Et ensuite, on met les process en place. Et il faut pas commencer à faire l'inverse. Donc, par rapport à ça, moi, j'admire aujourd'hui, par exemple, ce que fait un club comme Rodez, Grégory Ursule. Ils n'ont pas de centre de formation parce qu'ils savent que c'est compliqué, ils sont loin de tout. Et puis, il y a Toulouse qui est pas loin. Par contre, eux, ils ont opté pour de la post-formation ou la relance de joueurs qui sont passés par des centres, qui se sont un petit peu perdus dans leur parcours. Et voilà, donc c'est savoir ce qui correspond le mieux à son club aujourd'hui. Et d'autant plus que les moyens financiers n'aident pas non plus à pouvoir développer, donc il faut s'adapter aussi à cela et puis trouver des bonnes idées. Sincèrement, avoir 60 ou 70 jeunes sous convention de formation, à partir du moment où on a les meilleurs, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Tu es sûr d'en sortir. Mais beaucoup de clubs font du nombre alors que ils ont malheureusement le 3e ou 4e choix. Donc moi, je préconise dans ces cas-là de ne faire qu'un groupe sous les pros et ça, c'est ton centre de formation. Par contre, à côté de cela, d'avoir un sport-études solide qui va alimenter tes équipes de nationales le week-end. Et ça, c'est pas un souci. Et quand on a créé l'académie en 2015 à Rennes, on a recréé le sport-études qu'ils ont enlevé depuis. Et pour moi, c'est une erreur parce que trop souvent, et tu le sais pertinemment, il y a trop de joueurs il y a trop d'accompagnateurs d'équipe et trop de joueurs de complément dans les centres de formation aujourd'hui. Mais tu leur fais croire qu'ils peuvent devenir pros. Et surtout, tu te dois d'assurer leur suivi scolaire, médical et compagnie. Donc, ça coûte des sous, tout ça. Pour moi, un centre de formation aujourd'hui ne devrait avoir que des joueurs sous contrat, aspirants ou stagiaires ou pros. Ça veut dire qu'on compte vraiment sur eux. Ouais. Et là, si ça s'était imposé, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup moins de monde dans les centres de formation et qu'on reverrait de nouveau de vrais sports-études qui ont disparu aujourd'hui. Du coup, moi, juste, par rapport à cela,
on va revenir par rapport à votre rôle au sein de l'académie. Moi, je veux juste votre avis, parce que je suis également éducateur. Vous, quel est votre avis sur le fait de visionner ou superviser des jeunes, des U10 ou U11 par exemple? Ou même rentrer en contact avec eux directement? Les clubs pro? Oui. Mais tu es obligé d'avoir ce suivi. Pour moi, c'est... nous, par exemple, à Rennes, à l'époque, on n'avait pas de U9. Je voulais le laisser jusqu'au U9, je voulais le laisser au club amateur. Mais par contre, on préparait avec les U9 locaux la future génération U10. Donc, Okay. bien évidemment, on faisait des détections parce que c'est comme ça que ça se crée. Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu sais pertinemment qu'un garçon qui a plus de chances de réussir s'il est proche de chez toi plutôt que l'inverse. Donc, il faut que les meilleurs jouent entre eux. Ils jouent entre eux parce que sinon, tu perds du temps. Et il faut aussi qu'ils puissent jouer à un niveau supérieur. Et nous, la chance qu'on avait à Rennes, c'est que les conseillers techniques du district et de la ligue nous avaient suivis. Et donc, si tu recrutes, par exemple, un joueur dans un petit club et que déjà tu le bats, tu le bats alors que tu vas prendre son meilleur joueur, aucun intérêt de rejouer contre cette équipe. Donc, nous, toutes les équipes du Saranais jouaient dans le championnat au-dessus. Les U10, je faisais le championnat du 11, les U11, le championnat du 2, etc. Pour que justement, ça nivelle un petit peu les valeurs. Ok, bah, très bien. Du coup, on va revenir sur votre parcours. Donc, vous êtes entraîneur adjoint de la réserve et adjoint de l'équipe première entre 2007 et 2009. Oui, je suis adjoint, je finis adjoint. Alors, oui, parce que tout à l'heure, on est resté là-dessus. Donc, j'ai 3 ans la CFA2 parce qu'on faisait jouer les moins de 17 en CFA2. Et Okay. puis ensuite, je prends l'équipe réserve. Non, après j'ai les U18, l'année où on gagne la Gambardella. Et après, je prends l'équipe réserve 4 ans. On est 3 fois en finale championnat de France, on le gagne 2 fois. Et puis, la dernière année, Pierre Drossi me propose de devenir adjoint de l'équipe pro. On fait la Coupe d'Europe, donc c'est formidable. Et là, c'est l'année où je passe mon BEPF. Enfin, c'était sur 2 ans à l'époque. Ouais. Et j'ai Sedan qui m'appelle. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout en fin de saison. Donc, je dis pourquoi pas, banco, quoi. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Ouais, bah, du coup, vous rejoignez Sedan en remplacement de José Pasqualetti. Exactement. Donc, c'était en mai 2008. Oui. Du coup, cette opportunité arrive. Et alors, moi, j'ai 2 questions. C'est quelles sont les premières choses que vous mettez en place dès votre arrivée, le choix de votre staff, et après, voilà, on reviendra dessus, mais la différence entre entraîner des pros et des jeunes. Alors, bon, déjà à Rennes, quand tu allais à l'équipe réserve à l'époque, nous on jouait le lendemain de l'équipe pro, donc on avait souvent 5-6 pros dans l'équipe quand on jouait à domicile notamment. Et c'est pour ça, c'est dans cette optique-là que j'avais passé le DEPF parce que je voulais répondre à leurs besoins, quoi. Moi, c'était pour continuer de m'enrichir. Hein. J'avais pas du tout derrière la tête l'idée d'un jour entraîner en pro, sincèrement. Ouais, c'est vraiment approfondir les connaissances et avoir pouvoir répondre. C'est ça. Ok, bon, Voilà, augmenter son seuil de compétences, tout simplement. Et quand j'arrive à Sedan, bon, déjà, j'arrive à Sedan parce qu'ils viennent de faire demi-finale de Coupe de France et ils ont raté la montée pour peu. Et là, Pascal Orano dit, le président de l'époque, j'ai plus de moyens à mettre dans les joueurs, donc il faut qu'on reparte sur des bases un peu plus saines, tout ça, bref. Et là, j'ai pas le choix du staff. J'arrive tout seul parce qu'il y a déjà un staff en place, des locaux avec qui je m'entends très bien. J'ai pas de souci par rapport à ça. Et je me rappelle avoir appelé Francis Mérecky, le regretté Francis Mérecky, qui était c'est lui qui encadrait le DEPF là, sur les 2 ans à l'époque. Et je lui ai dit, Francis, quel conseil tu as à me donner? Et il me dit, tu as 2 possibilités quand tu arrives chez les pros. C'est soit tu essaies de copier ce que tu as vu faire par d'autres entraîneurs pros, mais tu ne les as pas appropriés. Et là, il peut y avoir danger. Ou soit tu fais ce que tu as toujours fait au niveau de l'entraînement. D'accord. Par contre, tu simplifies au maximum parce que en pro, tu n'as pas le droit de te tromper. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai opté pour la deuxième solution. Et voilà. Revenir entre guillemets sur des bases simples. Oui, bah, la chance en formation, c'est qu'on peut explorer des choses. Combien de fois j'arrivais le matin en disant aux gars, bon, j'ai pensé à un truc là, on va le faire. Peut-être que ça va pas marcher, mais tu peux te permettre. Avec les pros, tu peux pas te permettre.
Il y a une réalité qui est celle du classement, mais surtout économique. Quand tu as les pros, tu te dois d'amener les joueurs pour qu'ils soient à 100% physiquement, mentalement, dans tous les domaines, le match du week-end. Quand tu entraînes les jeunes, tu sais très bien que ce qui prime, c'est le contenu de la semaine et qu'ils vont attaquer, ils vont aborder le match en étant qu'à 70 ou 80% physiquement, mentalement, parce qu'ils sont un peu fatigués. Mais ça, c'est pas grave. C'est comme ça que tu grandis et que tu apprends ton métier, quoi. Bien sûr. C'est la vraie différence. Bien sûr. Et du coup, ok, donc je vois à peu près, parce que justement, pour revenir par rapport à la différence entre entraîner des jeunes et des pros, mais du coup, voilà, j'ai eu ma réponse. Vous êtes nommé, quand même au trophée UNFP de Oui. meilleur dans la Ligue 2 en 2011. Ouais, ça c'était un beau moment parce que cette année-là, franchement, on a. Et si je devais reprendre une équipe aujourd'hui, on démarre la saison. Moi, je voulais qu'un groupe resserré. Et D'accord. Christophe Point était le directeur du centre. Et quand tu es passé à la formation, on avait 18 joueurs et 2 gardiens, ce qui permettait d'avoir systématiquement 4 à 6 jeunes du centre de formation. C'est comme ça que les Florentin Pogba, Naïm Sliti, Johan Cour, Weston Otto, etc. sont arrivés. Et cette année-là, on est en tête, à la trêve. Et franchement, on jouait bien, on marquait des buts, c'était plaisant. Et il y a ce fameux hiver ardennais où on passe 1 mois et demi, ça c'est la vérité, 1 mois et demi à s'entraîner dans un gymnase quand les scolaires sont à la cantine entre midi et demi et 14h parce que les terrains sont tellement gelés, mais un hiver. Ah ouais, d'accord. Et on passe 3 mois derrière, donc 1 mois et demi en salle et en tout 3 mois entre la salle et le synthétique. Et on l'a payé à la fin, on a eu des pépins, donc bien évidemment, et on finit 4e. Et ça, c'est. Donc, j'ai été nominé. Nominé, vous savez, ça flatte l'ego, mais c'est surtout c'est grâce aux joueurs que tu es nominé parce que c'est eux qui jouent. Grâce aux joueurs, mais c'est quand même pour aussi mettre en avant le travail qui est effectué par vous et le staff. J'étais avec du recul aujourd'hui, j'étais un petit peu l'entraîneur qui montait, qui arrivait du club amateur, nana, bref. Et c'est pour ça que j'arrive en fin de contrat à Sedan. J'ai passé 3 ans. Le président Urano, avec qui j'avais une belle entente, voulait à tout prix me prolonger et je suis sollicité par 4 clubs à ce moment-là. Et Nantes, pour moi, ça représentait beaucoup de choses. D'une part, je me rapprochais géographiquement de Rennes, mais surtout, j'avais eu la chance le jeudi après-midi au centre de formation, quand j'étais éducateur au centre de formation de Rennes, j'allais régulièrement voir les séances de Reynald Nouex à la Jonelière et j'adorais ça, quoi. Donc, pour moi, ça parlait Ouais, ça avait tout son sens. Et je regrette pas. Si c'était à refaire, je le refais. Je le refais sans problème. Après, on a fait une saison où on était bon à domicile et trop irrégulier à l'extérieur. Mais c'est comme ça. Et on a rempli la Beaujoire. On est à guichet fermé contre Lens, Monaco, je me rappelle. Et surtout, on avait fait éclore des jeunes joueurs. Veretout, très belle notamment. Ouais. Et puis après, il y a Brest qui m'appelle. Et je me rappelle, c'était le lundi de la Pentecôte. Et j'étais à Londres avec les enfants et j'ai ce coup de fil là. Et donc, Ligue 1, c'était inespéré. Juste pour resituer, on est en 2012. Hein. Oui, c'était inespéré. Donc, je démissionne du FC Nantes. Voilà. Et puis j'arrive à Brest et je regrette pas parce qu'il faut jamais regretter. Maintenant, à l'époque, si c'était à refaire, Vous savez différemment. oui, parce que vous savez, pour que toutes les conditions soient réunies, pour moi, il y en a 3. Un, c'est sentir les hommes avec qui tu vas travailler au quotidien. De ce côté-là, à Brest, il y avait zéro souci, que ce soit avec le président Guyot, avec Corentin Martins. Franchement, zéro souci. Cette case était remplie.
les 2 autres cases n'étaient pas remplies. Mais parce que 2, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de centre d'entraînement, on n'avait qu'un seul terrain. Et c'était dramatique, hein. Et puis 3, il y avait un effectif pléthorique. Quand j'arrive, il y avait 34 joueurs. Tu ne peux pas travailler avec un seul terrain à 34 joueurs. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, malgré l'envie et la joie d'être en Ligue 1, peut-être que je ne referai pas ça. D'accord. Donc, du coup, 34 joueurs, le choix des joueurs est compliqué le week-end, sachant que... Faut le savoir, à l'époque, on avait le droit qu'à 16, je crois. Donc, ça veut dire que déjà, tu en as 18 qui restent à la maison, qui souhaitent qu'une chose, c'est que tu te casses la figure pour qu'il y ait un nouvel entraîneur pour qu'ils aient leur chance. Donc, c'est compliqué. J'avais mon adjoint Hervé Guégan qui faisait des oppositions et il jonglait sur les changements. Donc là, tu n'es pas là pour ça, quoi. Et quelle est la différence que vous, du coup, vous avez pu noter entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en termes au niveau du jeu sur le terrain? Ah ouais. La Ligue 1, il y a beaucoup plus d'intensité. Et moi, je me souviens de ce fameux match avant Noël où on joue à Brest, le Paris Saint-Germain, d'Ancelotti, où ils alignent, c'est le dernier match avant la trêve, ils alignent leur grosse équipe, hein. Il y a Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Verratti, etc. Lucas Moura, enfin bon, bref, la grosse équipe. La grosse team. Et on est à 0-0 à la 55e minute. Bon, ils ont dû faire 2 poteaux, 3 barres. Alexis Thébon, mon gardien, a fait des exploits. Bref. Et j'ai un garçon qui a de Sissoko, qui avait pris un jaune en première mi-temps et qui commet une deuxième faute à la 55e. Mais franchement, ne mérite pas jaune. Et là, pression de tous ces Parisiens sur l'arbitre. Et il met le deuxième jaune. Et il est expulsé. Et après, il déroule. On a plié. Et puis on a fini par rompre et on a perdu 3-0. Et la différence, elle est là, quoi. C'est qu'un match, ça se construit en Ligue 1 et le moindre petit détail compte, quoi. Tous les détails comptent, ouais. Bah, sachant que là, en plus, vous faites le récit d'une équipe quand même qui est assez impressionnante sur le papier et même de ce qu'on a vu. Ouais, mais ça reste de merveilleux souvenirs. Bon, c'est super, hein. L'aventure brestoise se finit. Vous partez, vous restez très peu au club. J'avais signé 2 ans et je me fais virer à 8 matchs de la fin. Ou à 7 matchs de la fin, je ne sais plus. Malheureusement, ils perdent les 7 ou 8 derniers matchs. Bon, quand je me fais virer, on est relégable pour la première fois à la différence de but. Ouais. Alors après, tout s'est enchaîné. On a Paul Bass qui s'est pété les croisés au mois de janvier. Avant le 31 janvier, on perd notre attaquant Eden Ben Bassat qui part à Toulouse, à qui il restait 6 mois de contrat. Et là, c'est une opportunité de faire de l'argent pour le président. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas remplacés. Donc voilà, ça fait partie du truc. Et là, comment dire, c'est un petit peu ton parcours de vie. Heureusement, je suis bien encadré, les enfants, la famille, ma femme, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je vis mal ce premier échec parce que c'est la première fois depuis que j'ai intégré 92 à un club pro que je prends une claque quelque part. Bien sûr. Et j'ai pas su à ce moment-là, si c'était à refaire, j'aurais dû me faire accompagner. Je mets pas le mot dépression, mais je pense que j'en étais pas loin à ce moment-là parce que tu culpabilises énormément alors que 1 an et demi avant, tu es nommé aux Oscars. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es devenu moins? Non, tu n'es pas devenu un moins bon entraîneur. Voilà, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, ça me fait énormément de bien parce que je dis à tout le monde, mais l'adversaire a le droit d'être plus fort que toi. À partir du moment où tu as tout mis en œuvre les jours qui précèdent, bravo à l'adversaire. Donc, après, j'ai été impatient. J'ai été impatient à ce moment-là parce que j'ai eu des possibilités de rebondir à l'étage inférieur et je me suis cru être un entraîneur de Ligue 1 alors que j'avais que 34 matchs avec comprise. Et j'aurais dû accepter de repartir à l'étage inférieur parce que
je suis sans doute pris pour un autre, faut pas avoir honte de le dire. Et donc, quand tu laisses passer 2-3 opportunités, après, ça va très vite hein, dans le foot et t'es un peu oublié. J'imagine bien. Et donc, je reviens à la formation. Je savais qu'un jour, j'allais revenir à la formation, mais je pensais pas que ça allait être aussitôt, très honnêtement. Mais du coup, est-ce que si c'est pas, comment dirais-je, il ne faudra, on le souhaite à personne, mais par moment, il ne faut pas passer par cette case-là pour mieux rebondir ou pour avoir l'humilité justement de se dire que, bon, t'es encore loin du chemin, t'as encore de la route. Si, sans doute. Mais après, bah, C'est l'histoire de vie de chacun au final. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, mais je dis ça parce que dernièrement, j'ai fait deux entretiens avec des clubs qui se sont séparés de leur entraîneur et l'entretien se passe bien et le lendemain, j'ai juste ouais, mais vous n'entraînez plus au quotidien depuis un certain temps. Donc, j'ai l'impression qu'on met des étiquettes voilà, c'est un petit peu le petit reproche qu'on pourrait faire à certains dirigeants. Mais c'est comme ça. Moi, je me demande, est-ce que c'est pas très français, ça? Peut-être. Après, voilà, il faut vivre avec ça. Et puis je me dis que quand je serai à la retraite, j'aurai quand même vécu des choses que je n'aurais même pas imaginées. Donc voilà, j'essaie de prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ça. Bien sûr. Du coup, la suite de ça, retour à la formation. Donc, vous Oui. êtes nommé directeur du centre de formation du Stade Malherbe de Caen. Ouais. Par défaut. Par défaut. D'accord. Pourquoi par défaut? Parce que le directeur est Nasser Larguet. Ok. Nasser a une double casquette, c'est-à-dire que, alors pour qui, pourquoi, ça faudra lui demander. Il est à la fois le directeur du centre de Caen et il est aussi DTN de le Maroc. Caen avait accepté qu'il puisse faire les deux, et le Maroc aussi. Simplement, son contrat n'est pas homologué par la Fédération française de football. Ok. Donc, il reste au Maroc et Caen se renseigne auprès de l'UNECATEF, à laquelle j'adhère. Et l'UNECATEF m'appelle, donc on se met d'accord. Et puis moi, j'ai des enfants qui sont beaucoup plus jeunes, hein, déjà, puisque ça fait 10 ans. Ouais. Et quelque part, je veux leur montrer que papa, il a envie de retravailler tout de suite, alors que on est dans un formidable pays et que j'aurais pu me contenter des annuités de fonds de travail. Enfin bref, mais j'avais pas envie. Je voulais montrer que je voulais tout de suite revenir dans la vie active. Et, 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 et à chaque fois que tu reviens dans ce genre de truc, je suis à peine arrivé à Caen. Alors, j'arrive à Caen, c'est les Jeux équestres mondiaux. Il n'y a plus de terrain à Venoy. Tous les terrains ont été labourés par les chevaux. On s'entraîne à la maladrerie sur le synthétique à des horaires où c'est pas le club de la Mosse qui le prend. Enfin bref, c'est un vrai bazar. C'est le terrain à côté de celui qui est couvert, là? Oui, tous les terrains à l'époque, il y avait que ce synthétique qui était dispo, mais les terrains en herbe avaient tous été pris par les Jeux équestres mondiaux. Donc ils étaient. Ok, d'accord, je vois. Okay, Et donc, il y en a un justement avec une piste, il me semble. c'est le Vélodrome, ça. C'est l'ancien stade, comment il s'appelle? Venoy. Ok, d'accord. Et donc, ils étaient impraticables, ces terrains-là. Hein. La plaine en herbe, le terrain en herbe actuel, enfin, les deux terrains en herbe plus Venoy, ils étaient impraticables. Et donc, et en plus, ça faisait quoi, 15 jours, 3 semaines que j'étais arrivé au club. Il y a la fameuse affaire Nîmes-Caen, je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, oui, très bien. Le matin, je vois les policiers arriver avec le pauvre président Fortin qui en vérité, il a été blanchi dans l'histoire et plus de président, enfin, plus de pilote quoi, dans le club. Et j'ai Philippe Montagnier, ancien Canet, qui était devenu l'entraîneur du Stade Rennais, qui m'appelle et qui me dit « Mais Landry, je ne savais pas que tu voulais revenir à la formation, c'est chez toi qu'il faut que tu reviennes, c'est à Rennes. » Donc, là, vous réfléchissez pas deux fois, du coup. Hein. Non, mais je suis toujours aujourd'hui gêné par rapport à cet épisode parce que j'entretenais de super relations avec tous les éducateurs du Stade Malherbe de Caen. Franchement, magnifique. Et
Et c'est pas dans Dans vos mon principes, style, vos valeurs? ouais, dans mes principes que de partir. Donc, et moi, j'avais demandé au président de Rennes, au président Ruello, pas de souci. J'avais présenté le projet de l'académie, tout ça. Il avait tout de suite adhéré. Je lui ai dit, écoutez, on attend la fin de saison. J'avais vu Xavier Gravelaine qui manageait le club. Et on attend la fin de saison. Et puis comme ça, chacun va pouvoir sur. Et le président Ruello, il y avait un antécédent avec Xavier Gravelaine. Bref, il dit, écoute, Ok. si tu veux venir, c'est maintenant ou rien du tout. Et c'est d'ailleurs mon premier CDI que j'ai signé parce que c'est là que j'ai appris que le CDI était supérieur au CDD. Tu pouvais partir d'un CDD pour un CDI. Mais le Ok. problème, c'est que je pars et que... Alors, le paradoxe, c'est qu'à l'époque, je propose à Xavier Grablen Francis de Tadeo, avec qui je m'entendais très bien, qui était lui en recherche d'un emploi, qui était prêt à venir immédiatement. Et je suis même mis d'accord avec Rennes pour pendant un mois faire des allers-retours, accompagner, passer le relais. Mais Xavier ne voulait pas entendre parler de Francis Tadeo et quelques mois après, il le prend. Enfin bref. Mais bon, cet épisode-là, je me rappelle avoir réuni tous les éducateurs pendant les vacances de Noël et je leur expose le truc. Et c'est eux qui me disent, mais écoute Landry, n'hésite pas une seule seconde, fonce à Rennes, c'est le bazar ici. Mais Xavier l'avait très mal pris, à juste titre. Hein. Et puis après, Patrice Garande, Alain Caviglia l'avait très mal pris parce qu'il m'avait fait venir. Donc, c'est c'est euh, c'est un passage Délicat. où je regrette pas parce qu'il fallait que j'aille à Rennes, mais j'en suis pas fier quand même de mon départ de Caen. C'est ce qui peut se comprendre, notamment vis-à-vis du stade Malherbe de Caen. Et Exactement. du coup, vous revenez au À stade Rennes. Rennais en 2015, à la maison. Ok. Qu'est-ce que ce retour représente pour vous? Bah, c'est surtout on crée cette académie qui était complètement novatrice parce que au Stade Rennais, il y avait une section amateur très forte, une Ouais, école de foot très forte, un centre de formation très fort, mais peu de passerelles entre ces différentes entités. d'accord. Et l'idée, c'était... Alors moi, je suis devenu responsable de l'ensemble euh, et on a réduit le nombre d'équipes. Il n'y avait plus qu'une équipe par année d'âge, etc., etc. Tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, ça a été un bouleversement total parce que je voulais qu'on fasse d'abord signer des ANS aux petits Rennais avant d'aller voir ailleurs parce que voilà. Et donc, il y a eu adhésion parfaite. Et c'était un... je m'occupais jusqu'à la gestion des premiers contrats pro. Et, Ok, et peut-être, et à un moment donné, bah, plus ça va, moins tu es sur le terrain. Alors, par contre, tu connais les joueurs par cœur, des petits U10 à la réserve. Parce que je oui. voyais tous les matchs. Je commençais, moi, le samedi matin à 9h, je voyais les matchs des U10 jusqu'au dimanche après-midi, les nationaux. Et je me suis impliqué mais à 250%. Euh, Ouais. j'étais rarement à la maison, alors que j'étais revenu à la maison, mais j'arrive, je démarrais tôt, je finissais tard. Mais c'était formidable, hein. Ça a été un truc terrible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais, sincèrement, avec tout ça, quand tu gères les premiers contrats pro, tu passes beaucoup de temps avec les agents à négocier. J'ai géré quelques départs de joueurs, comme Sopi notamment, où tu mets Oui. comme les deux Diop et Isidore, alors d'accord, et les dirigeants, bien sûr, à Monaco à l'époque, là, qui avaient reçu leur premier contrat pro. Donc, tu mets des choses pour que le club puisse s'y retrouver quelques années plus tard. Et je pourrais être directeur sportif aujourd'hui, sincèrement, hein, par rapport à tout ça. Mais le terrain me manquait. Et, et puis, bah, voyant ça, Olivier Létang, qui voulait quelqu'un qui soit... il appréciait ce que je faisais, mais il voulait que je reste uniquement dans ce rôle-là. Et moi, j'aurais voulu revenir un petit peu plus sur le terrain et au quotidien, être un peu accompagner mes entraîneurs, notamment. Et Ouais. donc, il a dit, bah, à partir du moment où les planètes ne sont pas alignées, il faut mieux qu'on s'arrête là. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté le Stade Rennais 5 ans après. D'accord. Après, ok. C'est dommage parce que moi, ça, du coup, pour en revenir à quand vous arrivez au Stade Rennais en 2015, quand vous prenez les rênes de l'académie, la première action que vous faites, c'est de supprimer certaines équipes et de garder que Oui, les élites. exactement. Mais avec énormément de Rennais, hein. Et on a recréé un sport-études. Ce qui fait que le petit Rennais qui signait en U10, il pouvait aller jusqu'en terminale en classe horaire aménagée. Il y avait, D'accord. on avait 4 cycles de 3 ans
U10, U11, U12, on faisait un bilan. Donc, le garçon s'engageait pour 3 ans. Ok. Sauf grosse exception, il ne se sentait pas, enfin bref. Mais ça n'est jamais arrivé. Et à l'issue des U10, U11, U12, on faisait un point. Est-ce qu'il rentrait dans le cycle de l'après-faux qui était U13, U14, U15 avec une section sportive élite? Et à Ouais. l'issue de l'après-faux, il y avait 2 voies possibles au niveau scolaire. Soit l'école technique privée Odorico du centre de formation, ou Mhm. soit le lycée Bricchini du sport-études avec des éducateurs Stade Rennais. Enfin, tout était Stade Rennais, c'était que Stade Rennais. Ok. Bah, je vois très bien. Et du coup, comment en fait, ma question, vous y avez un peu répondu, c'est comment on crée une identité forte dans une académie? C'est déjà par le fait de prendre uniquement déjà que des Rennais? Bah déjà, il n'y avait pas que des Rennais, mais on donnait la priorité aux Rennais. Bah déjà 2 choses. Unité de lieu, parce qu'avant, toutes les équipes s'entraînaient, il y avait tellement d'équipes, ça s'entraînait partout à Rennes. Et là, toutes les équipes, des U10 jusqu'au pro, s'entraînaient à la Piverdière, au centre d'entraînement. C'était une grande nouveauté. Et ensuite, équipement par identique. Parce qu'avant, la section amateur, il y avait très peu de maillots Stade Rennais sur le terrain. Et là, tout le monde était équipé de la tête aux Ok. pieds, des U10 jusqu'à l'équipe réserve. Ok, donc ça, c'est quelque chose que vous avez Unité de imposé. lieu, unité de tenue, unité de pensée, des éducateurs au service des jeunes en formation, etc., etc. C'était, voilà. D'accord. Et au niveau vous parliez que vous aviez pas trop, vous étiez pas trop terrain. Néanmoins, est-ce que Non, vous étiez... j'étais sur le terrain. Les 2 premières années, je faisais 2 séances terrain, les spécifiques notamment. Et c'était un truc formidable. Je fais une petite aparté. On avait 2 séances dans la semaine où les secondes, premières terminales du centre de formation et ceux d'équipe réserve, les joueurs étaient dispatchés en fonction des postes. Donc, moi, j'avais les attaquants, Julien Stéphane avait les milieux offensifs, Romain Ferrier les latéraux, etc., etc., Pernel Bourdeau les défenseurs centraux. Et ce qui fait que tu faisais des séances, tu avais 5-6 joueurs max, et le petit U16, il était avec le petit U16 attaquant, il était avec l'attaquant de l'équipe réserve. Ce qui fait Ok. qu'il y avait beaucoup d'échanges, et ça avait été super. Mais Donc c'est une arme après, aussi qui crée une identité même par rapport au... complètement. Et après, Ok. comme Olivier Létang me demande de prendre de plus en plus d'importance dans la gestion des contrats et tout ça, le terrain, tu peux pas tout faire. Donc, Décroché forcément par le... décrocher du terrain, ce qui m'a permis moi, avant, je savais pas lire un budget, rien du tout, hein, ce qui m'a permis d'être vraiment costaud dans ce domaine-là. Et donc voilà, mais ça m'a enrichi, tout simplement. Non, bah, c'est super. Et sur la période où vous étiez sur le terrain, est-ce que il y avait une idée de jeu, une philosophie de jeu commune à toutes les On n'avait catégories? pas de système d'organisation de système de jeu prédéfini parce que euh, pour moi, tu peux pas imposer à partir du moment où pour moi, il faut que les meilleurs jouent ensemble. Ouais. Donc, c'est complètement ridicule, par exemple, de dire on va imposer le 4-3-3 si tu as 2 super avancées. Bah, l'éducateur, il doit se débrouiller ce jour-là pour jouer en 4-4-2 pour que les deux jouent ensemble. Après, tu sais aussi qu'en jeune, il est important, et je crois que c'est le foot de demain. Pour moi, on ne peut plus parler de joueurs au poste. On doit parler de joueurs de joueurs de zone. Deux zones, ouais, exactement, ouais. Donc, Ouais, qui puissent s'adapter à doivent plusieurs explorer positions. plusieurs postes sans problème. Adrien Truffert et à l'époque, ailier gauche. Hein. Eduardo Camavinga, il a fait des matchs arrière gauche. Il a fait, enfin voilà, Arthur Atta, qui flambe aujourd'hui à l'Udinese, il a joué à Vincent. Voilà, donc ça, c'est très important. Et les éducateurs adhéraient complètement à ça. C'est bien, et puis c'est le plus important de donner aussi... on est aussi éducateur pour ça, parce qu'on a aussi chacun sa manière de voir le football, et de laisser un peu cette petite liberté à l'éducateur de pouvoir... Ça, c'est important. Par contre, on avait des principes de jeu communs. Ok, Qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne l'a pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de le perdre? Et qu'est-ce qu'on fait quand on vient de le ouais. récupérer? Ça, c'était commun à tous. Ok, bah ça c'est très bien. Et comment, du coup, on trouve l'équilibre euh, entre développement individuel et exigence collective auprès des joueurs?
À partir du moment où tu as des principes de jeu communs, que le joueur s'entraîne avec Pierre, Paul ou Jacques, c'est les mêmes. Ouais. Et puis après, à chaque éducateur de mettre les qualités individuelles de chacun au service du collectif par rapport à son projet du jour. Voilà. Et est-ce que du coup, vous aviez un impact par rapport à l'équipe pro, en fait, sur le fait de gérer la relation entre l'équipe professionnelle et de faire monter les jeunes? Alors, la chance, moi, c'est que comme j'ai eu toutes les casquettes, Forcément, ouais. c'était facile Et puis, j'ai connu Philippe Montagnier, après Sabri Lamouchi, qui était très à l'écoute, Julien Stéphan, qui sortait du centre. C'était assez facile. Ouais. Mais moi, c'était pas, contrairement à ce qu'on pense, jamais j'ai été dire il faut à tout prix que tu prennes lui. C'était l'inverse. Je faisais passer le message aux jeunes que je connais pas un entraîneur qui va se priver d'un joueur qui ferait gagner son équipe. Donc, Ouais. à partir du moment où le garçon montait à l'entraînement, parce que place était faite pour que tous les jours, il y ait des garçons du centre à monter chez les pros, il fallait que le jeune s'habitue à faire des allers-retours. Ça fait partie de l'endurance mentale que doit avoir un garçon en formation, ça. Ok, je vois très bien. Et du coup, vous expliquiez que après 2 ans, vous étiez, monsieur Olivier Létang vous demandait d'autres choses. Vous, comment vous vous êtes habitué à gérer tout ce qui est pression extérieure par rapport à l'entourage, les attentes ou les agents? Ouais, c'est... Et vous avez dû y être confronté un peu plus dans ce genre de rôle. Oui, c'est marrant parce que quand tu négocies des premiers contrats pro, tu peux passer... Il y a une famille que je ne vais pas citer et je suis encore en contact avec eux parce que quand tu passes tellement de temps avec eux qu'à un moment donné, tu parles plus de foot, tu parles d'autre chose et donc tu crées des relations à côté. Tellement c'était long les détails, on a dû se voir 15 fois. Ok, carrément. Mais ça fait partie du jeu. Alors après, aujourd'hui, ce qui prime, c'est le joueur. Donc, à partir du moment où le joueur dit « Moi, je vais t'accompagner des parents parce qu'il est mineur et puis de ses représentants, tu te dois de recevoir tout le monde. » Voilà. Tu n'as pas le choix de toute manière. Vous fixez pas une barrière par rapport aux négociations, par rapport aux parents qui Non. peuvent être trop... Non. Non, parce que ils sont là. Donc, par contre, après, moi, je savais jusqu'où je pouvais aller ou pas. Donc, mais dans mes 5 ans, on a raté 2 contrats pro. Wilson Isidore et Sofiane Diop, à qui on a proposé un contrat pro et qui ont préféré refuser et aller à Monaco. C'était les 2 seuls. Mais ça a aussi provoqué une bascule. C'est-à-dire que avant, il y avait toujours tu signes, t'es aspirant, tu passes par la case stagiaire avant de devenir pro. Aujourd'hui, la case stagiaire, elle n'existe plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a anticipé les contrats pro, très honnêtement. D'accord. Ok. Et pour que vous, dans votre vision, pour qu'un jeune puisse franchir le cap, quel est le facteur le plus déterminant? Il y en a plein. Quels sont, du moins, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, il faut accepter que des garçons réussissent pas toujours dans leur club formateur, mais fassent une très belle carrière pro néanmoins. Parce que il y a le parcours de chacun, l'histoire de chacun, la maturité de chacun. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, les qualités les ont toutes. Bien sûr. Donc, ça va être... moi, je crois beaucoup pour faire des sports de haut niveau, il faut avoir une endurance mentale au-dessus de la norme. Et justement, ma prochaine interrogation, c'est pour un joueur qui est en difficulté, qui doute ou qui décroche, c'est comment vous, en tant que club, vous l'accompagnez? Moi, je les recevais et
je leur posais toujours la question, c'est quoi ton objectif? Ouais. Je vais vous citer un exemple. Il y en a un qui était offensif, qui joue en Ligue 1, mais plus au Stade Rennais aujourd'hui, qui marque des buts d'ailleurs. Il me disait, il faut que je marque 15 buts. Je dis non, ça ne peut pas être ton objectif, ça ne dépend pas que de toi. Donc, c'était faire comprendre aux jeunes que les fixations d'objectifs, c'était des trucs que eux seuls pouvaient maîtriser. Donc, plutôt que de dire je vais marquer 15 buts alors que tu ne sais pas si tu vas avoir un dernier passeur qui va te donner le bon ballon, machin, ceci, cela, c'est combien, par exemple, d'appels tu peux faire par match pour étirer l'adversaire plutôt que de venir chercher le ballon dans les pieds. Ça dépend que de toi. Donc, c'était leur faire comprendre que leur fixer des fixations d'objectifs qui leur appartenaient, dont ils maîtrisaient, que derrière, quand ils faisaient le retour de match, ils étaient capables de dire « Ah oui, là, j'ai atteint mon objectif aujourd'hui. » Et donc, à partir de là, bah, ton esprit est orienté vers autre chose. Et à un moment donné, tu récoltes les fruits de tout ça. Ouais. Bon, bah, c'est super. Et durant toute votre période que vous avez traversée, allez, on va prendre les 2 périodes entre votre retour en tant que directeur de centre ou en tant que formateur. Si vous aviez 3 joueurs à ressortir au-dessus du lot que vous aviez pu voir. Ouais, moi, j'en cite toujours un en premier. Pour moi, le tout meilleur que j'ai eu dans ces 34 ans, c'est Johan Kourcuff. Pourquoi je dis Johan Kourcuff? Parce que pour moi, c'est la définition même comment dire, de l'excellence individuelle au service du collectif. Johan, même une passe à 20 cm, il faisait tout pour mettre son partenaire dans les meilleures conditions. Et ça c'est pour moi l'essence du sport. Ouais. Il était vraiment au-dessus dans tous les standards. Pas dans tous les standards, mais il avait ce souci du détail pour que le collectif soit huilé. Ok. Ouais, mais c'est fort. Et puis après, on a vu par la suite à Rennes, même à Bordeaux, quel joueur il était. Malheureusement, est-ce que lui, il avait des prédispositions mentales qui pouvaient penser à ce que ce soit compliqué ou autre? Non, je dis non de suite. Non. Oh non, c'est il rayonnait à Rennes. Ouais. Puis après, on va pas se mentir, aussi la réussite dépend aussi beaucoup de l'environnement, du cadre. Je sais pas. Vous savez, aujourd'hui, ça m'insupporte les journalistes, ou je sais pas qui, les pseudos, comment on appelle ça, qui se, il faut vivre au quotidien pour savoir ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé après ça. Oui, après, on n'a pas la... Moi, je n'ai en tête que ce magnifique jeu. Voilà. Ouais. Bon, super. Dans la continuité des centres de formation, pour vous, quel est le plus gros défi aujourd'hui des centres de formation? Si on en a un peu discuté en début d'échange. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que les équipes se rajeunissent de plus en plus, alors que le top joueur joue dans la catégorie supérieure ou soit même double surclassé, ça a toujours existé. Bien sûr. Toujours existé. Maintenant, là, ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai l'impression quand même des joueurs moyens, tu veux leur faire passer une étape beaucoup trop vite et que peut-être que psychologiquement, ils ne sont pas prêts, physiquement, ils ne sont pas prêts. Et on surclasse beaucoup trop de joueurs pour moi par un étage. Et aujourd'hui, on a avoir fait le tour des centres, mais le nombre de blessés et de joueurs à l'arrêt chaque week-end, il est énorme. Et ça doit être un signal d'alarme. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains clubs ont montré la voie et suppriment leur équipe réserve. Et pour moi, ça, c'est une énorme erreur. Ouais. Alors, ça n'engage que moi, attention. Parce que je suis du même avis. Tu as beau dire, on va faire des matchs contre des équipes étrangères, nana, mais la compétition, l'esprit compétition, c'est une donnée qui est fondamentale pour réussir au haut niveau. Hein. Bien sûr. Et le challenge espoir ou la Gambardella,
c'est insuffisant. Enfin, il n'y a pas suffisamment de matchs de compétition par rapport à ça. Et c'est aléatoire si tu es éliminé vite. Ouais. Mais du coup, moi, ma question, c'est sur les doubles surclassements, etc. Est-ce que certains ne le font pas par manque de qualité dans l'effectif? Ils le font par étroitesse des effectifs et ensuite par, comment dire, ils veulent, on veut un peu trop vite bousculer les choses. Là, quand je vois le nombre d'équipes pro qui sont en difficulté dans leur championnat de N3, mon Dieu. C'est terrible. Hein. Et puis, on peut même aller plus bas en 19 ou en 17. Par exemple, c'est quelque chose que je dis à des gens qui me posent la question. Quand on avait... Moi, c'est pour ça que je crois au sport-études. D'accord. Les partenaires d'entraînement doivent être au sport-études. Mais les partenaires d'entraînement, ce sont des très bons joueurs de U17 ou U19 nationaux. Ouais. Mais eux ont besoin de s'entraîner qu'une fois par jour pour arriver frais mentalement le week-end, justement pour être au niveau de garçons sur qui tu as investi, qui eux sont qu'à 70 ou 80% frais le week-end parce qu'ils ont bossé comme des fous la semaine, ils sont en développement. Ouais. Alors aujourd'hui, tu fais rentrer des joueurs sous convention de formation dans les centres de formation à qui tu donnes la même dose de travail et bien évidemment qu'eux ne peuvent pas le supporter. Donc soit c'est les tops qui sont blessés et ces joueurs-là vont jouer à un niveau qui n'est pas le leur, ou soit c'est ces joueurs-là qui se blessent parce qu'ils sont en surcharge. Et puis, les top joueurs, ils vont être mis à toutes les sauces parce que dès qu'il n'y a pas match avec la réserve, ils vont aller jouer dans leur catégorie d'âge pour essayer de les sauver, machin. Et donc, tu n'es plus dans le développement du joueur. Mais du coup, selon vous, c'est dû à quoi cette disparition, on va dire ça, où il y a de moins en moins de sport-études? Parce que aujourd'hui, les centres de formation, ils disent « Ah, mais nous, il nous faut 3 ou 4 équipes. » Mais jamais c'est écrit dans le cahier des charges que le nombre de joueurs en formation était dépendant du nombre d'équipes. Hein. Ouais. Et les cahiers des charges de centre de formation, c'est pour les catégories 2, c'est 60 joueurs sous convention. Pour les catégories 1, c'est 70 joueurs max. Max. Ok. On fait ce qu'on veut. Et moi, aujourd'hui, je reprendrai un centre, c'est 2 promos de 20 à 25. Ouais. Et par exemple, quand j'arrive en 2015, il y a 70 conventions de formation au Stade Rennais. En 2019, quand je pars, 4 ans et demi après, on est à 56. Ouais, ok, ouais. On a le sport-études. Et on a une équipe en U16, on a une équipe en U17, en U18, U16, U18 régional, U17, U19 et N2 national. Mais c'est que les meilleurs, quoi. C'est les meilleurs qui sont accompagnés de très, très, très bons joueurs locaux et régionaux qui sont en sport-études. Et quelquefois, il y a des passerelles. Hein. Bien sûr. Parce que chacun a son propre rythme. Du coup, sur ce volet Stade Rennais qui est très enrichissant, on va finir sur savoir qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier, ou de quoi vous êtes le plus fier d'avoir. On va dire si vous devez en retenir une ou deux. Alors, la création de l'académie. Très honnêtement. Ok. Parce que j'ai été à l'initiative, mais il y a surtout une adhésion totale derrière. Et ça, c'est beau. Ouais. Après, c'est ce qui me rend le plus heureux, parce que je ne suis pas fier, c'est quand, par exemple, l'autre jour, aux 125 ans, là, je retrouve tous ces joueurs qui sont à un moment donné passés dans tes groupes d'entraînement et que on est heureux de se retrouver. Ça, c'est super, ça, c'est des bons. Ouais, ça, c'est une fierté. Voilà. C'est une fierté, concrètement. Du coup, vous quittez le Stade Rennais et vous êtes adjoint en sélection du Maroc. Oui, alors c'est un vrai hasard parce que quand je quitte le Stade Rennais, je postule au Paris Saint-Germain, je suis reçu, mais c'est Thiago Motta qui est pris pour les 19. Je postule à Monaco également. Et là, je ne sais plus qui est pris à l'époque, un étranger, enfin bref. Et je pars en vacances et je me dis, bon, je vais devoir patienter un peu. Et j'ai un coup de fil de Cyril Moine, l'actuel préparateur physique de Didier Deschamps. Ok.
que moi j'avais côtoyé à Rennes. Et il avait été prépa de Philippe Bergerot notamment. Et on avait matché ensemble. Et il a longtemps travaillé avec Vaïd Halilhodžić. Et Ouais. il me dit, il y a Vaïd qui part au Maroc, qui cherche un adjoint, est-ce que ça t'intéresserait? Bah, je dis pourquoi pas, j'ai rien. Moi, Vaïd, je l'avais côtoyé l'année où on gagne la Gambarde, il avait l'équipe pro. Mais je ne connaissais pas plus que ça, parce qu'il y a toujours une barrière entre les pros et la formation. Bien sûr. Et il me propose de venir sur un premier rassemblement. Et donc, j'y vais. C'était la trêve de septembre. Ça se passe bien. Le Maroc me propose un magnifique contrat de 4 ans, le plus beau mais je sais que vivre au quotidien la pression de Vaïd, je connais mes limites. Donc, j'ai l'honnêteté de dire à Vaïd, écoute, je vais refuser le contrat. Et beaucoup m'ont pris pour un fou, très honnêtement. Ouais. Mais j'arrive à un âge où, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de sentir une ambiance au quotidien pour me sentir bien. Et en plus des infrastructures et tout ça. Et donc, Vaïd le comprend. Et je lui dis, par contre, si tu trouves personne, moi, je reviens à la trêve. Donc, on a trouvé un compromis où, et je venais à chaque trêve internationale. J'étais pigiste, entre guillemets. Et puis, il y a eu le Covid au mois de mars. J'étais là-bas, et puis il y a le Covid, donc je rentre vite en France. Et ça s'est arrêté là parce que en décembre, j'avais eu Hubert Fournier qui m'avait appelé. Il y avait Jean-Claude Gentini qui partait à la retraite. Il m'avait appelé en me disant, est-ce que tu as le profil? Est-ce que ça t'intéresserait d'intégrer la DTN? Donc, voilà, j'avais averti Vaïd dès le mois de janvier que quoi qu'il arrive, je finissais la saison. Je suis rien de penser qu'il y aurait le Covid, mais que j'allais rejoindre la DTN. Voilà. Ouais, du coup, transition toute faite, vous rejoignez la FFF la DTN en 2020, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rôle? Déjà, bon, je pense que le fait que Hubert Fournier vous contacte. Ouais, c'est surtout, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'avoir une équipe de France. Ouais. Et là franchement, faut le vivre parce que il y a beau y avoir personne autour du terrain, mais t'entends l'hymne, t'as la chance d'être dans de super conditions de travail parce que t'es la Fédération française de football, t'as la chance d'avoir les meilleurs joueurs de ta génération et c'était chaque trêve internationale, c'était un vrai régal, quoi. Ça, j'attendais ça avec impatience. On a eu la chance de se qualifier pour un championnat d'Europe avec la génération 2003, puis une Coupe du Monde. Donc, c'est des super événements à vivre. Parce que du coup, vous avez fait les U18, les U19 et les U20, c'est ça? Moi, j'arrive avec la génération 2003 qui est en U18 et tu les suis 3 ans. Ok. U19, U20. Et donc, j'ai été 3 ans avec les 2003. Et la 4e année, Thierry Henry a les espoirs. Et là, c'est un mixte U20, U21, c'est les 2003-2004. C'est un peu le réservoir de l'équipe de France olympique. D'accord, ok. Donc, j'ai les 2004 avec un mix de 2003 que Thierry veut voir. Et la 5e année, je repars sur un nouveau cycle avec les 2007. Et je pensais sincèrement les accompagner comme les 2003. Et là, j'ai eu la désagréable surprise je peux de le dire, aujourd'hui, je ne cache rien du tout. Je découvre sur un PowerPoint lors de la réunion sélectionneur du mois de mai que j'aurais plus d'équipe la saison d'après. D'accord, on ne vous l'avait pas Parce annoncé? qu'elle était confiée à quelqu'un d'autre. Mais personne ne m'avait averti. Je découvre sur un PowerPoint. Ah ouais, d'accord. Et ouais, donc là, je n'ai même pas cherché à savoir si, parce que j'avais 3 missions, si mes autres missions, je pouvais rester ou pas. Peut-être dû, j'en sais rien, mais je ne regrette pas, encore une fois, je ne regrette jamais rien. Et là, je quitte. Puisque j'étais fin de contrat, je dis, voilà, ça fait 5 ans, c'est peut-être ainsi que je quitte. Ouais, non, mais c'est surtout par principe aussi de voir que son nom... J'aurais préféré qu'on me reçoive et qu'on me dise. Après, à mon âge, je suis capable de tout entendre. Hein, donc, et depuis cet événement-là, pour moi, la qualité première d'un éducateur, avant toute chose, c'est le courage. Le courage de dire à un joueur, un éducateur, à un truc, je te fais pas jouer, voilà.
mais en face, pas par les groupes WhatsApp ou quoi que ce soit. Ouais. Et ça, malheureusement, Et ça me permet de vivre autre chose, voilà. Je suis bien dans la sûr. dernière partie de ma vie professionnelle maintenant. Ouais. Mais je vais pas de là, je peux peut-être anticiper ce que vous allez dire. Je pensais sincèrement rebondir très vite et j'ai Ouais. rien eu en France. J'ai eu que des centres de formation. Pour l'instant, j'ai refusé parce que c'est dur quand tu as passé autant de temps au Stade Rennais dans des conditions formidables. Vous ne retrouverez jamais mieux que le Stade Rennais, on va pas se mentir. Non. Mais j'ai encore besoin de travailler et j'ai surtout envie de travailler. Donc, on va voir. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ouais, ce qui est normal. J'espère rebondir très vite là, prochainement. Moi, j'avais une question, c'est sur comment le travail d'observation se fait l'observation de détection se fait sur toute la France quand on est en sélection en tant que sélectionneur. Ouais. Alors, moi, je me suis pris. Moi, j'avais été directeur, donc je les avais, les sélectionneurs avant. Je me suis d'abord appuyé sur la génération 2003 qui avait fait les équipes de France U16, U17 auparavant, appuyé là-dessus. Et puis ensuite, j'ai appelé tous mes collègues directeurs de centre. Voilà. Donc, ça m'a permis de faire une playlist très élargie. Et puis après, comme moi, je regarde tout, je fouine, je regarde un maximum de matchs. Et puis, petit à petit, t'affines. Ouais. Et puis ensuite, quand ils arrivent en U19, ils commencent à jouer en pro, tout ça. Donc là, c'était. Moi, je pars du principe qu'en équipe de France, tu peux pas avoir une organisation de jeu en tête. Tu dois sélectionner les meilleurs et tu dois te débrouiller pour les faire jouer ensemble. Oui. Du coup, c'est ce qu'on, entre guillemets, on reproche un peu au sélectionneur actuel, Didier Deschamps, c'est de ne pas savoir faire jouer son équipe. Moi, je pars du Oh postulat. non, là, je vous arrête de suite. Ah, je dis pas que c'est moi, hein, c'est ce qu'on entend. Non. Ah non, mais là, c'est des faux procès, ça. Oui, non, mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je et suis super bien, convaincu. ils gagnent. Moi, faut pas oublier qu'au très haut niveau, il faut gagner des titres. Hein. Moi, je suis convaincu, surtout en sélection, la priorité, c'est la gagne. Surtout dans des compètes. Ouais. Alors après, tu gagnes pas sur le long terme si tu joues n'importe comment. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on peut reprocher, pour moi, beaucoup de choses à Didier Deschamps, mais dernier carré, il est toujours là. Quoi C'est qu'il arrive. l'objectif. Enfin, moi, je ne reproche rien du tout parce que moi, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de le côtoyer, mais lui, il a un projet de jeu réaliste. Bien sûr. Et c'est quand même ce qui prime. Hein. Ouais, non, mais Après, alors c'est vrai qu'il y a un tel vivier, ok, mais jamais je l'ai vu se priver de joueurs qui est au top, quoi. Après, il y a des choix à faire. Hein. Vous savez, la bien sûr. différence entre un club et une sélection, c'est que faut penser qu'en sélection, tu vis pendant alors une grande compétition comme ils vont faire. Moi, j'ai connu ça avec la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe chez les jeunes. Tu vis Ouais. pendant plus d'1 mois et demi ensemble. Hein. Et il n'y a pas que le footballeur hein, que tu sélectionnes. Il y a aussi l'homme. Et il faut que chacun connaisse son statut. Les titulaires, c'est facile. Mais le plus important, c'est ceux qui ont au départ le statut de remplaçant et qui vont être pour beaucoup dans le projet de vie de cette équipe pendant le mois et demi qu'ils vont passer ensemble. Ben, justement, il y a une de mes questions qui était un peu en lien avec ça. Nous, en tant que sélectionneur, comment on gère un jeune qui arrive déjà avec une exposition, beaucoup d'expositions médiatiques? On Oh, sait que vous avez eu, dans les 2003, on a Malo Gusto, ouais, Ryan à Cherki. Malo à l'époque, elle n'était pas du tout. Non, il Après, n'était j'ai pas. eu Ryan sur un rassemblement, il était tellement dessus que Sylvain Ripoll l'a pris le rassemblement d'après. Donc, Ouais, ça c'est pas. Par contre, il était plus sélectionné par le sélectionneur précédent en U17. Mais moi, je pars du principe que les bons, tu dois les sélectionner. Et après, c'est ton job aussi de faire en sorte. Quand j'ai eu Ryan Cherki en Slovénie sur le rassemblement, tu sais très bien qu'il faut le faire démarrer tous les matchs. Mais ça, c'est pas un problème, ça. oui, bien sûr. Et, Bien sûr. mais Malo, lui, il était même à Lyon, il n'était pas dans les c'était Florent Da Silva et Ryan Cherki qui étaient tête d'affiche dès 2003 à l'époque. Mais Malo, lui, c'est tout seul qui s'est construit. Il a bossé comme un fou. Quoi. Ouais. Mais
Non, l'avantage de la sélection, c'est que moi, je leur disais à chaque fois, je ne vais pas être là pour vous surveiller jour et nuit. Par contre, l'avantage de la sélection, c'est que le mec qui te casse les pieds, tu ne prends pas la fois d'après. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, On a bien ce sûr. gros avantage-là quand on est sélectionneur. Alors qu'en club, le gars a un contrat de 3 ans, tu l'as tous les jours. Ouais, bien sûr. C'est la grosse différence. Mais en règle générale, ça se passe très, très bien. Bon, on arrive sur la fin. Je vais bientôt vous libérer. Moi, une question, c'était par rapport à la... Vous avez fait du coup des compétitions. C'est comment on prépare une compétition internationale avec très peu de temps, de travail collectif, sachant qu'en plus, des fois, on vous a dû vous dire que non, tel joueur n'était pas dispo, etc. Sur les tours qualificatifs et élites, on n'a que les 10 jours de la trêve. Et donc, on récupère les joueurs le dimanche soir, voire le lundi matin. Et le premier match est le mercredi. Donc, autant dire que Ouais, c'est court. on a une séance quoi, pour vraiment. Mais c'est aussi le côté qui, moi, m'excitait par rapport à ça. Ouais, je trouvais ça, c'était un challenge intéressant. Après, le championnat d'Europe, j'ai eu la chance d'avoir 3 semaines de préparation, puisque c'était en fin de saison. Ouais. Donc ça, par contre, ça a été l'idéal. Par contre, la Coupe du Monde qui était hors date FIFA, là, ça reste une plaie. Une plaie qui n'est pas encore refermée parce que on avait battu toutes les équipes dans les matchs de préparation. On pouvait aller très, très loin. Et j'ai eu 33 refus de joueurs majeurs. On est parti le lundi en Argentine. On jouait dès le vendredi, décalage horaire. On a eu 2 séances. Il nous a manqué un match de vécu en commun parce que là, il a fallu faire une équipe de briquet-broc. On n'a pas eu de match de prépa. Mais c'est comme ça. Mais là, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur parce que tu as bossé toute l'année pour cet événement et puis en quelques jours, là, parce que la FIFA n'a toujours pas compris que ces événements majeurs, il fallait les mettre sur des dates FIFA. Donc, c'est logique que les clubs refusent de libérer leurs joueurs. Mais Thierry Henry a connu la même chose, ou Sylvain Ripoll surtout, au Japon. Là. Quand encore Thierry, ça a été parce que c'était en France, il y a eu des efforts de fait, mais le pire, c'était Sylvain au Japon, les derniers Jeux Olympiques. Ça, c'est terrible, ça. Ouais, non, mais bon, malheureusement, c'est ce qu'on a vu même pour les JO ou autres, c'est effectivement... Ouais. Le seul pays aujourd'hui qui a détourné ça, c'est en Espagne, où il y a une loi qui impose à toutes les clubs, quelle que soit la discipline, de libérer leurs joueurs ou leurs joueuses pour les compétitions internationales. Et seuls les Espagnols qui jouent à l'étranger ne sont pas concernés, mais donc la sélection est prioritaire en Espagne. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite De retrouver un projet parce que je m'ennuie, parce que j'ai envie de partager. Mais le projet que je voudrais retrouver aujourd'hui, c'est pas forcément un projet où je suis numéro 1. Je disais ça, j'aimerais tellement partager mon expérience avec un jeune entraîneur qui se lance et pour être un peu son paratonnerre, entre guillemets, ou son éponge. Ça, c'est un truc qui me plairait pour terminer. Ouais, Donc, en tant qu'adjoint, ça du se coup, c'est ça. présentera, mais ça serait super. En tant qu'adjoint, du coup, c'est ça. Oui, on verra. Ok, bah écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Et pour finir, j'ai toujours une dernière question, c'est qui est-ce que vous pourriez nous recommander de passer justement dans ce podcast Trajectoire? Si vous avez une personne en tête. À inviter, pardon? Ouais, invité, pardon, excusez-moi. Ah, alors là, vous me prenez de court. Mais je sais qu'il aime pas ça, mais Patrick Rampillon aurait tellement de choses à dire. Mais c'est pas son truc. Et il n'aime pas être mis en avant. Donc, sinon dans les personnes que j'ai pu côtoyer, il y a plein de directeurs de centre actuels là, qui sont pas dans des grosses structures et qui sont non Excellent. seulement compétents, mais qui passent autant de temps, quoi. Et là, les clubs ne s'en rendent pas compte parce que c'est aussi un cri. Tiens, si j'ai un cri du cœur à donner, c'est que Allez-y, ouais. beaucoup de dirigeants aujourd'hui disent vouloir s'appuyer sur leur centre de formation parce que c'est une manne financière potentielle.
mais ne rémunèrent pas leur directeur de centre Comme il se doit. comme ils le devraient, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les minima dans la charte sont insuffisants aujourd'hui, un directeur de centre, c'est un patron de PME. Hein. Donc, D'accord, ok. pour moi, c'est le poste le plus important en dessous de l'entraîneur dans un club professionnel. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, Voilà. écoutez, bah, très bien en tout cas, même Monsieur Chauvin, merci pour tout Merci à pour vous. le temps accordé. Merci, c'était top. J'ai beaucoup appris, j'ai bien aimé. Et Merci puis, beaucoup. on vous souhaite le meilleur pour la suite, André. Très gentil. Merci. Merci beaucoup. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.